Officiellement en guerre depuis 70 ans, les deux Corées sont aujourd'hui séparées par une frontière quasi hermétique. Les relations entre ces frères ennemis oscillent entre périodes de réchauffement et de refroidissement, et dans cette vidéo, le but va être de vous détailler les évolutions de ces dernières années, et ainsi d'essayer de voir où cela peut nous mener dans le futur. Mais aussi de comprendre quels sont les positionnements d'autres États, comme la Chine ou les États-Unis par exemple, et les intérêts qu'ils ont dans le conflit intercoréen. Et vous allez le voir, ces intérêts ne sont pas toujours ce que l'on croit. En guise d'introduction, on va quand même rapidement revenir sur l'histoire de la péninsule coréenne pour rappeler comment on en est arrivé à la situation contemporaine. La péninsule s'unifie pour la première fois au 7e siècle durant la période dite de Silla unifiée, du nom du royaume de Silla qui parvient à annexer les territoires de royaumes voisins jusqu'à contrôler toute la péninsule. Suivent des changements de dynastie, on parle alors ensuite du royaume de Goguryeo entre les 10e et 14e siècles, puis on a la dynastie Joseon qui régnera du 14e au début du 20e siècle. Malgré son unité, la Corée conserve difficilement son indépendance totale, étant au centre du jeu des puissances voisines. Dès le XVIIe siècle, elle devient vassale de la Chine impériale des Qing, à laquelle elle verse un tribut tous les ans. Puis à partir de la fin du XIXe siècle, c'est le Japon qui commence à s'intéresser à la Corée. La guerre sino-japonaise de 1894-1895 permet aux Japonais de mettre un terme à la présence militaire chinoise en Corée, et en 1905, le traité d'Ulsa transforme la Corée en protectorat du Japon. Puis, deux traités d'annexion de la Corée par le Japon, en 1907 et 1910, mettent totalement fin à l'indépendance de la péninsule. S'ensuit une période d'occupation par l'Empire du Japon qui durera jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et après la capitulation du Japon suite au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, la Corée est divisée en deux par les Alliés, notamment les Américains et les Soviétiques, à hauteur du 38e parallèle. Le nord étant administré par l'URSS et le sud par les États-Unis. Une tutelle devant durer 5 années. Mais en 1948 sont créées la République de Corée au sud et la République populaire démocratique de Corée au nord, lesquelles entrent en guerre pour le contrôle de l'ensemble de la péninsule en 1950. Le nord étant allié de l'URSS et de la Chine, et le sud étant soutenu par une coalition internationale sous mandat de l'ONU, mais sur le terrain essentiellement par les États-Unis. Durant la deuxième moitié de l'année 1950, le nord puis le sud passent successivement près du contrôle total de la péninsule, mais le front finit par se stabiliser à peu près à hauteur du 38e parallèle en 1953. Le 27 juillet de la même année, l'armistice de Panmunjom est signé entre la Corée du Nord et la Chine d'une part, et l'ONU d'autre part. Il est donc intéressant de noter que la Corée du Sud n'a jamais signé ce traité. Les deux Corées sont donc techniquement toujours en guerre aujourd'hui. Alors après la guerre, les deux pays ont dû se lancer dans des reconstructions et trouver des moyens de relancer leurs économies. Tout était à faire. En Corée du Nord, une politique de redressement économique est mise en place durant la seconde partie des années 50, appelée le mouvement Cholima, du nom de la version coréenne du cheval ailé issu de la mythologie chinoise. Le but était de pousser les travailleurs à se donner un maximum pour le pays tout en achevant la transition socialiste du pays. La Corée du Nord se tourne vers l'industrie lourde et le mouvement Cholima se révèle rapidement être un succès. Dans les premières années en tout cas. Car à partir des années 60-70, l'économie de la Corée du Nord ralentit et le pays entre dans une forte récession qui culminera dans les années 90 après la dislocation de l'URSS dont elle recevait de l'aide. Elle fait face à une famine sévère entre 95 et 98 qui a causé officiellement 200 000 morts, sûrement plus en réalité. Ensuite, la situation se stabilise à partir du début des années 2000. Le gouvernement tente même de libéraliser un peu l'économie, prenant comme exemple la Chine ou le Vietnam. Mais les sanctions économiques dont le pays fait l'objet l'entravent largement. En Corée du Sud, le développement économique a été bien plus tardif qu'au Nord. La situation stagne jusqu'aux années 60, mais au milieu de la décennie, la Corée du Sud et le Japon normalisent leurs relations, ce qui va booster l'économie sud-coréenne, qui en parallèle reçoit un soutien financier et technologique massif des États-Unis. Pour les États-Unis, il est stratégique de soutenir cet allié entouré d'adversaires communistes. La Corée du Sud va donc rapidement se développer malgré un fort endettement et des inégalités sociales criantes. Elle bénéficie aujourd'hui de secteurs industriels et technologiques avancés. Le secteur industriel représente 25% du PIB sud-coréen, avec certaines des plus grandes entreprises de technologie mondiale. On peut citer Samsung évidemment, mais aussi Hyundai ou encore Kia. Son industrie de défense s'est aussi particulièrement développée cette dernière décennie. La Corée du Sud vendait pour 3 milliards de dollars par an d'armement en moyenne entre 2012 et 2017. On est passé à 17,3 milliards en 2022. Elle propose des technologies compétitives, des capacités de production de masse, des prix bas, des temps de livraison courts, une coordination avec les États-Unis et donc une interopérabilité des équipements sud-coréens et américains.
Et ce secteur bénéficie également d'un soutien politique venant des principaux partis, donc peu importe l'alternance politique dans le pays, le secteur reste soutenu. Le boom des ventes d'armes sud-coréennes en 2022 est évidemment dû aussi à la guerre en Ukraine. La Corée du Sud a beaucoup vendu aux pays de l'Est de l'Europe et notamment à la Pologne qui a cherché à vite se fournir en armement. Ensuite, sur le plan politique, la Corée du Nord a connu jusqu'à aujourd'hui 3 dirigeants, de père en fils Kim Il-sung de 48 à 94, Kim Jong-il de 94 à 2011, puis Kim Jong-un depuis 2011. Alors inutile de le rappeler, mais c'est un régime dictatorial dans lequel le dirigeant a les pleins pouvoirs. Sur le plan diplomatique, elle est bien moins isolée que ce que l'on pourrait penser, elle dispose d'un réseau diplomatique relativement développé et participe à de nombreuses organisations internationales. On peut citer l'OMS depuis 1973, la FAO depuis 1977, l'UNICEF depuis 1985 ou encore l'ONU depuis 1991. Au sud, le régime politique fut également autoritaire jusqu'à la fin des années 80. Après plusieurs régimes militaires, la transition démocratique a lieu lorsque la 6ème République est proclamée en 87. Les Sud-Coréens peuvent alors enfin élire leur président au suffrage universel direct. Et si vous avez envie d'apprendre le coréen, je vous conseille le partenaire de cette vidéo, Rosetta Stone. Rosetta Stone, c'est une appli mobile qui permet d'apprendre un tas de nouvelles langues. Il y a 25 langues disponibles et leur méthode d'apprentissage est basée sur l'immersion. On apprend sans traduction et surtout en pratiquant, de la même manière dont vous avez appris votre langue maternelle. Les leçons durent en moyenne 10 minutes avec des thématiques différentes et une difficulté qui augmente au fur et à mesure de votre progression. Il y a même une reconnaissance vocale qui va valider ou non votre prononciation. 주스, 주스. Vous avez donc des leçons par thématique avec un plan d'apprentissage sur plusieurs semaines, mais à côté, vous pouvez aussi écouter des petites histoires, c'est un natif qui va prononcer des expressions courantes de la vie de tous les jours que vous allez pouvoir assimiler. Bref, une véritable immersion, mais à distance. Pour ma part, je l'ai testé avec l'arabe, donc une langue avec un nouvel alphabet, comme pour le coréen, et je vous recommande cette appli. Donc si vous avez envie d'apprendre une nouvelle langue ou de vous perfectionner, essayez Rosetta Stone. En passant par mon lien en description ou en commentaire, vous pouvez bénéficier d'une remise de 60% sur l'offre Lifetime 25 langues qui vous donne accès à vie à toutes les langues que propose l'appli. Mais aussi d'une remise sur l'offre Lifetime une langue, même principe, mais pour l'accès à une langue de votre choix à vie. Allez jeter un œil, le lien se trouve en description et en commentaire épinglé. Et merci si vous le faites car c'est un peu comme si vous faisiez un don à la chaîne. Et maintenant, on reprend avec les Corées. Alors depuis la fin de la guerre froide, les deux pays enchaînent période de réchauffement et de refroidissement, entre essais nucléaires menaçants au nord et déclarations communes pour une réunification. Une relation fluctuante et qui l'est toujours aujourd'hui. Dans les plus récents développements, on peut citer des éléments ayant eu lieu pendant la présidence américaine de Donald Trump entre 2016 et 2020. On est à ce moment-là dans une période de fort réchauffement. Par exemple, début 2018, les athlètes des deux Corées défilent ensemble pour les JO d'hiver de Pyeongchang en Corée du Sud, symbole d'une péninsule unie. En avril de la même année a lieu le sommet de Panmunjom entre les dirigeants des deux Corées, Kim Jong-un et Moon Jae-in. La déclaration commune qui en résulte affirme l'intention de ne plus vouloir de guerre dans la péninsule, de la dénucléariser et de signer un traité de paix d'ici la fin de l'année. En fait, au sud, le président Moon applique ce qu'on appelle la Sunshine Policy, politique appliquée à l'origine de la fin des années 90 à la fin des années 2000, et dont le but est d'adoucir les relations avec le Nord par le dialogue. Alors suite à cela, plusieurs rencontres ont lieu impliquant le dirigeant nord-coréen et le président des États-Unis Donald Trump. Citons les sommets de Singapour en 2018, de Hanoï en 2019, une rencontre trilatérale entre les trois dirigeants en juin 2019, durant laquelle le président Trump est invité par Kim à franchir la frontière et à marcher quelques pas en Corée du Nord, un événement historique. Et enfin, des pourparlers entre Nord-Coréens et Américains à Stockholm en Suède en octobre 2019. Avec tout ça, on voit donc un réel effort d'apaisement, mais malheureusement, ce ne sera pas suivi d'effet. Pour plusieurs raisons, et notamment des suites du sommet de Hanoï au Vietnam où Américains et Nord-Coréens n'ont pas su s'entendre. D'un côté, les Américains ont été trop loin dans leur demande de démantèlement des installations nucléaires nord-coréennes, car c'est un des objectifs des États-Unis, dénucléariser la Corée du Nord, et de l'autre, les Nord-Coréens ont demandé en contrepartie la levée de toutes les sanctions économiques que les États-Unis font peser sur le Nord, mais ce n'était pas acceptable pour les Américains. Trump espérait un big deal, il n'a rien eu. Et d'ailleurs, au contraire, le président sud-coréen Moon était quant à lui partisan d'une approche par petits pas, espérant un small deal débouchant sur d'autres sommets permettant d'autres petites avancées. D'ailleurs, un proche conseiller du président Moon, Moon Chung-in, avait expliqué qu'il considérait que l'approche trop abrupte des États-Unis pourrait mener à terme à une guerre. Lui pensait au contraire qu'il aurait été plus pertinent pour les deux Corées d'effectuer doucement un rapprochement économique, au point que chacun dépende assez de l'autre pour que toute guerre devienne inenvisageable.
Et en parallèle de ça, les États-Unis et la Corée du Sud ont continué de pratiquer leurs exercices militaires annuels conjoints, de fait menaçant pour la Corée du Nord, qui aurait peut-être apprécié leur suspension étant donné les avancées diplomatiques entre les trois parties durant ces années-là. Puis on a eu la crise Covid qui a fini d'achever les négociations, avec la Corée du Nord s'isolant complètement du monde pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Ensuite, à partir de 2021, c'est Joe Biden qui devient président des États-Unis, et à partir de 2022, Yoon Suk-yeol devient président de la Corée du Sud. Ces deux présidents ont une approche bien plus ferme vis-à-vis de la Corée du Nord. Fini la Sunshine Policy pour Yoon. Ça incite forcément la Corée du Nord à accentuer son programme nucléaire, l'accession à cette arme étant plus que jamais une assurance vie pour le régime. Et aujourd'hui, il est illusoire d'essayer d'empêcher le Nord d'avoir cette technologie par la diplomatie. Alors au sud également, la tentation nucléaire est présente. Évidemment, la Corée du Sud vit déjà sous le parapluie nucléaire américain, mais une grande partie de la population souhaiterait un programme nucléaire militaire national. C'est 76,6% de la population selon un sondage réalisé en 2022. Et en 2022 éclate également la guerre entre la Russie et l'Ukraine, dans laquelle la Corée du Nord fournit en armes et munitions la Russie, tandis que la Corée du Sud vend de l'armement à des pays de l'OTAN, notamment en Europe de l'Est et particulièrement la Pologne, et envisage également de fournir directement l'Ukraine. La rivalité intercoréenne s'internationalise et la Russie devient le premier partenaire stratégique de la Corée du Nord, tandis que la Chine reste le premier partenaire économique. Alors ce rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord n'arrange pas forcément la Chine. Comme répété dans de nombreuses vidéos sur cette chaîne, la Chine recherche la stabilité qui lui permet de développer son économie. Ce qu'elle souhaite, c'est garder son influence sur la Corée du Nord sans que celle-ci se laisse aller à trop de frasques. Elle est donc obligée de la maintenir à flot via ses aides, car sans le soutien économique chinois, la Corée du Nord pourrait s'effondrer, et dans ce scénario, la potentielle intégration par le Sud qui en résulterait signifierait des troupes américaines à la frontière chinoise. Et ce scénario est évidemment inenvisageable pour la Chine. Elle fait donc en sorte de maintenir le statu quo, et de plus, la Corée du Nord représente aussi pour la Chine un débouché sur le Pacifique. S'il y a accord avec la Corée du Nord dans le futur, elle envisage d'utiliser les ports de Najin et Kinjin, aussi bien pour le commerce que pour le militaire. Et elle investit dans des routes terrestres reliant ces ports à la Chine. De son côté, la Russie se réjouit de trouver en la Corée du Nord un argument de plus pour peser dans son opposition à l'OTAN, ce qui mécaniquement renforce les antagonismes que l'on discerne dans le jeu géopolitique mondial. Donc entre Chine et Russie, on est dans des logiques différentes concernant le cas nord-coréen. De son côté, le Japon n'est pas spécialement satisfait de ce statu quo, mais il n'a pas vraiment d'autre option. Il est régulièrement menacé par la Corée du Nord et ses relations avec la Corée du Sud, même si elles tendent doucement à s'améliorer, pâtissent de l'histoire de la colonisation japonaise en Corée. Le Japon ne voit donc pas d'un très bon œil une potentielle réunification qui constituerait un pays de 75 millions d'âmes à proximité de ses côtes et qui viendrait le concurrencer sur les plans politiques, économiques et militaires. Donc un peu comme la Chine, il a intérêt au maintien d'un statu quo pacifique, même si la nucléarisation de la Corée du Nord l'inquiète. Alors notez bien qu'ici j'évoque des scénarios de réunification, mais ils sont extrêmement peu probables à court et moyen terme. Fin 2023, Kim Jong-un déclarait que les relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ne sont plus celles d'un même peuple, mais sont devenues celles de deux pays hostiles ou en état de combat. Nous devons réagir rapidement à une éventuelle crise nucléaire et mobiliser tous les moyens physiques, y compris la force nucléaire, afin d'accélérer les préparatifs en vue du grand événement qui consistera à placer l'ensemble du territoire de la Corée du Sud sous notre contrôle. Alors, pour le coup, il parle de réunification, mais vous le voyez, à l'issue d'un conflit. Et enfin, les États-Unis, qui ont tenté durant des années de freiner le programme nucléaire nord-coréen. Mais comme je le disais précédemment, ce programme a peu de chances de cesser et il faut considérer la Corée du Nord comme une nation possédant l'arme nucléaire, et le temps des sommets servant à négocier l'arrêt du programme nucléaire nord-coréen est révolu. Pour les États-Unis, la Corée du Nord représente aussi une menace dans l'hypothèse d'un conflit autour de la question de Taïwan. La Corée du Nord viendrait probablement à l'aide de la Chine qui, je le rappelle, la maintient à flot économiquement depuis des années. Et dans l'hypothèse, peu probable, d'une absorption du Nord par le Sud, les États-Unis se retrouveraient à devoir gérer un chamboulement des équilibres de la région avec la Chine, une situation peu confortable et difficile à anticiper. Bref, vous le voyez, la situation en Corée gêne un peu tout le monde finalement en ce moment, sauf peut-être la Russie qui y voit une opportunité dans sa fuite en avant. Mais pour les autres, la fragilité du statu quo est source d'instabilité et tout le monde y trouverait son compte dans davantage de dialogue et de coopération. Du côté des deux Corées, elles aimeraient davantage d'autonomie dans la gestion du conflit intercoréen, donc surtout s'affranchir des intérêts chinois et américains, mais on l'a vu, Pyongyang est totalement dépendante de la Chine pour sa survie économique, et les États-Unis restent le partenaire et protecteur majeur de la Corée du Sud, tandis que la Chine est un partenaire économique de premier plan également. À court et moyen terme, on peut donc simplement envisager un maintien du statu quo en espérant qu'aucun événement soudain et isolé ne vienne envenimer la situation.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la mettre en avant en mettant un pouce en l'air ou encore mieux un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et encore un énorme merci à tous les tipeurs qui me font des dons sur la plateforme Tipeee. Si vous voulez les rejoindre, il y a tous les liens en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!